Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps. On va parler aujourd'hui du nouveau décret pour l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc ce nouveau décret s'applique aux élèves qui sont entrés en formation ou qui vont entrer en formation pour devenir auxiliaire de puériculture. Ce décret a chamboulé pas mal de monde parce qu'on change complètement la structure d'apprentissage pendant votre année d'études. C'est vrai qu'à l'école d'auxiliaire de puériculture, les modules étaient là depuis longtemps. Ça fait très longtemps que le contenu de la formation n'avait pas été changé. C'est maintenant le cas depuis donc la rentrée de septembre 2021 et pour les rentrées suivantes, ça sera ce contenu qui va être actif pendant votre année d'études. Donc on va décortiquer ensemble ce nouveau décret pour que vous puissiez savoir exactement ce qui va se passer dans votre année si vous êtes déjà rentré à l'école d'auxiliaire de puériculture ou bien l'année à venir pour celles qui souhaitent entrer en septembre ou en janvier prochain à l'école d'auxiliaire de puériculture. J'en profite dans cette vidéo pour féliciter toutes les élèves de notre prépa en ligne qui ont réussi leur entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture et qui sont donc concernés par ce nouveau décret. On va décortiquer ensemble dans cette vidéo vraiment dans les détails toutes les modifications et à la fin de la vidéo je résumerai les choses pour que ce soit bien clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez bien entendu des questions à les mettre en commentaire et pour celles qui souhaitent entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et qui ont besoin de se préparer, nous avons nos programmes en ligne pour vous accompagner de A à Z, de l'inscription à la réalisation de votre dossier, c'est-à-dire CV, lettre de motivation, rédaction et vous préparez également pour l'oral d'auxiliaire de puériculture. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur nos programmes, je vous mets un lien dans la description, vous rentrez votre mail et vous pourrez consulter le sommaire de nos différents programmes pour choisir celui qui vous convient le mieux. Je vais lire avec vous le décret qui est sous mes yeux, donc on va le commenter, le décortiquer ensemble. Donc c'est un petit peu technique, c'est un petit peu long, mais pour avoir voilà des connaissances sur ce qui vous attend, on est obligé de passer par là, par la lecture de ce fameux nouveau décret. Donc contenu et organisation pédagogique de la formation. La formation conduisant au diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture est ouverte dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020. D'une durée totale de 1540 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques, donc théorique l'école et pratique bien entendu les stages, en institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel. La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 770 heures ou 22 semaines. La formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35 heures. La formation peut être suivie de façon continue ou discontinue sur une période maximale de 2 ans. Cette limite ne s'applique pas aux élèves inscrits dans le cadre de la validation des acquis par l'expérience. Donc là, on parle de la VAE. D'ailleurs, ceux et celles qui ont besoin de faire une préparation à la VAE, nous avons également un programme pour vous aider à réaliser votre dossier de VAE qui est également très complexe. Tout est dans la description. Les élèves bénéficiant d'un contrat d'apprentissage sont inscrits pour une période ne pouvant excéder 18 mois. Donc là, on parle de la formation donc par apprentissage. Donc vous avez un patron et vous allez également à l'école. Les élèves inscrits en cursus complet de formation à la rentrée de septembre ont droit à 3 semaines de congé, dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation, après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut prévues par l'article 39. Les élèves inscrits en cursus complet de formation pour les rentrées comprises entre janvier et mars ont droit à 4 semaines de congé dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance précitée. Ensuite, on continue. La formation, je vais peut-être mettre mes petites lunettes, ça sera beaucoup mieux. Donc là, je vous explique tout et après je résumerai les choses, mais il est important que vous écoutiez toutes les modifications, comme ça vous allez au moins définir celles qui vous concernent, parce que là on parle de l'apprentissage, du cursus complet, etc. On parle de plusieurs cas de figure. La formation théorique et pratique comprend 10 modules, donc avant il n'y en avait que 8. Un dispositif d'accompagnement pédagogique individualisé, des travaux personnels guidés et un suivi pédagogique individualisé des apprenants dont le contenu et le volume horaire sont décrits en annexe 3.
L'enseignement théorique peut être réalisé à distance en fonction des modules concernés dans la limite de 70% de la durée totale de la formation théorique. Ça, c'est absolument nouveau. Il est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits groupes d'apprenants, permettant l'apprentissage progressif des gestes techniques nécessaires à l'acquisition des compétences. Moi, ça y était déjà lorsque j'ai fait l'école il y a très longtemps, il y a une décennie. Les enseignements théoriques et pratiques peuvent être mutualisés entre classes d'apprenants, y compris entre plusieurs sessions de formation de l'institut ou avec d'autres instituts de formation d'auxiliaires de puériculture du même groupement, hors groupement de la région ou interrégion. Ça n'existait pas. Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels. L'interprofessionnalité est recherchée. Allez, on continue. Donc c'est très intéressant. Donc il y a des choses qui sont absolument nouvelles. Par exemple, faire 70% du travail à l'école et peut-être potentiellement 30% en distanciel, ça c'est absolument nouveau. Le fait également qu'il y ait donc 10 modules de mon temps, il n'y en avait que 8 jusqu'à l'année dernière. Donc ça c'est absolument nouveau. La formation en milieu professionnel comprend 4 périodes de stage à réaliser en milieu professionnel. Ces périodes peuvent être effectuées dans différentes structures employeurs publics ou privés, du champ sanitaire et social ou médico-social, en établissement ou en hospitalisation à domicile. Ça aussi c'est nouveau. Le parcours de stage comporte au moins une période auprès d'enfants en situation handicap physique ou psychique. Ça a toujours été le cas. 3 stages de 5 semaines visent à explorer les 3 missions suivantes de l'auxiliaire de puériculture. Je vais vous les citer brièvement. Donc l'accompagnement de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne. Donc là on va parler plus de la crèche. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique professionnel. Un stage de 7 semaines réalisé en fin de formation permettant l'exploration, la consolidation du projet professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Et ce qui est nouveau surtout, donc ça va être ces fameux blocs de compétences qui font partie des modules. On va les décortiquer après ensemble et ça doit être une partie qui doit être bien claire pour vous parce que ça va être vraiment l'enjeu de cette formation. Il doit être réalisé en continu et ne peut être fractionné. Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit, une expérience de travail le week-end. Une convention de stage est signée entre l'apprenant et le directeur. Bon, ça c'est comme d'habitude. Ensuite, un portfolio conforme au modèle présenté de l'annexe 4 du présent arrêté permet d'assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l'apprenant et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences. L'évaluation des compétences acquises au cours de chaque période de formation réalisée en milieu professionnel est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences. Donc ça, c'est nouveau également. Le responsable de la structure d'accueil ou maître de stage ou le cas échéant, le maître d'apprentissage désigne un tuteur de stage qui assure l'encadrement du stagiaire. Ça, c'est pareil dans tous les stages. Vous allez avoir un référent qui va suivre votre évolution, qui va vous encadrer, qui va être là pour être votre guide et surtout être là si vous avez des questions et besoin d'aide et qui va surtout pouvoir avoir le retour aussi des personnes qui vont s'occuper de vous afin de synthétiser tout ce que vous avez appris justement dans ce fameux portfolio. Le formateur référent de l'institut de formation assure le suivi des stagiaires au sein de l'institut de formation. En cas de difficulté, un entretien entre le maître de stage et le tuteur de stage est requis et préconisé. Bon, ça c'est toujours pareil. Moi j'avais été aussi maître de stage pour plusieurs stagiaires lorsque je travaille à l'hôpital et c'est vraiment un rôle que j'appréciais justement avant de devenir formatrice. J'ai vraiment apprécié enseigner enseigner, transmettre, partager la passion, partager les compétences, le savoir et la réflexion, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et c'est vrai que quand je faisais ça lorsque j'étais sur le terrain, ça me plaisait énormément. Donc comme quoi j'étais prédestinée à enseigner, je pense. À l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel, le tuteur de stage ou le maître de stage évalue les compétences acquises sur la base de critères mentionnés dans le portfolio. Une feuille d'évaluation de chaque période de formation sera présente. Bon, ça, oui, ça c'est normal.
Et je vais vous lire le dernier petit paragraphe et ensuite on va résumer tout ça ensemble. La participation de l'élève aux enseignements et aux stages est obligatoire durant la formation, bien évidemment. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute preuve attestant de l'impossibilité à être présent à ces enseignements. Les absences à l'institut en période de formation et en milieu professionnel ne peuvent excéder 5% de la durée de la formation à réaliser. Pour l'apprenant, ça c'est vraiment très important d'en avoir conscience parce que sinon vous ne pourrez pas valider vos blocs de formation, vous ne pouvez pas passer la moitié de votre temps chez vous et après être à l'école, vous ne pourrez pas acquérir toute la théorie et la pratique, ça c'est évident. Je vais un petit peu... donc là, le décret il est très long. J'ai mis les parties les plus importantes et là on va parler aussi des blocs de formation, mais je vais un petit peu aussi résumer ce que je dis. On va parler des blocs, des fameux blocs. Donc avant il y avait 8 modules, maintenant il y a 10 modules qui se contractent en 5 blocs. Donc il y a les blocs de compétences. Donc les blocs de compétences, on va dire que c'est le titre, et ensuite il y a les compétences que vous allez devoir acquérir grâce à ce bloc. L'objectif en fait, c'est qu'il y ait un point de départ sur voilà, le bloc numéro 1. Donc là par exemple c'est l'accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne et de la vie sociale, et quelles sont du coup les compétences que l'institut va vous demander d'acquérir pour valider ce bloc. Donc on va décortiquer ça ensemble. Donc je vous ai cité le bloc 1. Donc voilà les compétences affiliées à ce bloc. On va les déterminer ensemble. C'est ça qu'il va falloir que vous travaillez en théorie et en pratique à l'école. Donc la première compétence à acquérir, c'est accompagner l'enfant dans les axes essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale. Personnaliser cet accompagnement à partir de l'évaluation de sa situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires. D'ailleurs, ça a tout son sens parce qu'on ne prend pas en charge un enfant dans sa globalité. Voilà, un enfant 1, 2, 3, 4, il ne se traite pas de la même façon. Ce sont des êtres à part entière qui ont des histoires différentes, des compétences différentes, des besoins différents, des sensibilités différentes. Donc on traite les enfants vraiment en individualité. Ce n'est pas vraiment un groupe, hein. C'est un groupe d'individus à part entière. Donc c'est vraiment ça que vous devez prendre en compte. Et d'ailleurs c'est comme ça que les bonnes pratiques se font sur le terrain. Les compétences 1 bis, la compétence 1 bis, élaborer et mettre en œuvre des activités d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie sociale adaptées à l'enfant ou à un groupe. Donc là, c'est soit un enfant dans son individualité, soit prendre en charge un groupe, que ce soit dans une sortie, dans une activité d'éveil comme une activité musicale, de la peinture, peu importe. Mais là, vous serez évalué soit sur une activité directe, donc one-to-one avec un enfant, soit à la prise en charge d'un groupe. Par exemple, la prise en charge d'un repas, je pense que ça peut rentrer également là-dedans. Ensuite, la compétence numéro 2, identifier les situations à risque lors de l'accompagnement de l'enfant ou de son entourage, mettre en œuvre des actions de prévention adéquates et les évaluer. Donc là, c'est aussi très intéressant. Ça peut paraître comme ça un petit peu flou pour vous, mais vous allez voir que concrètement, quand vous allez aller à l'école, vous allez réussir à comprendre les enjeux de ce genre de compétences. Donc là, on en a terminé pour les compétences du bloc 1. Maintenant, on va passer au bloc 2. Donc le bloc 2, c'est évaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration. Donc la compétence numéro 3, évaluer l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins. La compétence numéro 4, mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant. Qu'un enfant, par exemple, alors vous travaillez par exemple en pédiatrie, un enfant, s'il a de la fièvre et qu'en même temps il a la jambe cassée et en même temps il a envie de voir sa maman et son papa, vous allez le prendre en charge d'une certaine façon. Vous allez le prendre en charge par rapport au fait qu'il a la jambe cassée, que vous n'allez pas le manipuler pareil que s'il n'avait pas la jambe cassée. Vous allez faire attention au fait qu'il a de la fièvre, alors que s'il n'avait pas de fièvre, vous n'aurez pas pris en charge de la même façon. Vous n'auriez pas fait une surveillance par exemple de température aussi intense. C'est ça le soin adapté à l'état clinique de l'enfant. C'est-à-dire en l'occurrence là, par exemple la fièvre, la jambe cassée, et aussi le fait qu'émotionnellement c'est peut-être dur parce que peut-être qu'il a été admis dans un service avant l'arrivée de ses parents parce qu'il a été transporté d'urgence ou peu importe et qu'il est stressé. Enfin voilà, il faut prendre tout le temps les enfants en charge dans leur globalité et en fonction de l'état clinique qu'ils ont. Ensuite, compétence numéro 5, accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant des techniques de préventive de mobilisation. Donc ça, c'est un petit peu l'ergonomie de manière générale. Ensuite, le bloc numéro 3.
3. Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Les compétences à avoir. Donc la 6e, établir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage. Donc bien entendu, en fonction des situations, il va falloir être bienveillant, avoir un langage adapté s'il y a une situation d'urgence ou stressante, que ce soit auprès du jeune public ou bien de la famille. Donc savoir communiquer, c'est vraiment très important. Moi, ça, je sais que ça faisait partie de mes qualités, de mes compétences. C'est pas mal de reconnaître ses qualités et ses compétences, mais moi, je sais que quand je travaillais à l'hôpital, en général, quand il y avait une situation, il fallait discuter avec la famille, etc. Souvent, on m'envoyait entre guillemets où j'y allais. Enfin, on avait chacun des fois nos places définies en fonction des meilleures compétences, voilà, qu'on savait utiliser. Et c'est vrai que moi, dans l'aspect communication, dans l'aspect informer, rassurer, aiguiller, j'étais forte. Donc souvent, c'est moi qui allais dans certaines situations un petit peu délicates. C'est moi qui allais parler à la famille. Parce que je sais que j'ai cette compétence-là que j'avais appris à l'école, mais qui est aussi un petit peu naturelle. Mais bien sûr, il faut toujours s'améliorer et travailler. Et vous allez voir que lorsque vous allez acquérir ce genre de compétences, toutes ces compétences, l'objectif c'est de s'en rapprocher, vous allez voir qu'il y a des compétences sur lesquelles vous allez être plus à l'aise. Moi, par exemple, je sais que la communication ou les situations d'urgence, je suis très à l'aise. Il y en a qui vont plus être à l'aise, je sais pas, sur les activités, par exemple, d'éveil, qui vont être très créatives, etc. À mettre la lumière sur ce que vous savez faire au mieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose que vous sentez, une compétence à laquelle vous êtes un petit peu prédestiné, ou que vous sentez que vous êtes déjà à l'aise, ou que vous appréciez plus qu'une autre. Est-ce que c'est plutôt la communication? Est-ce que c'est plutôt le soin? Est-ce que c'est plutôt les activités d'éveil, etc. Dites-moi un petit peu en commentaire ce qui vous plaît le plus. Ensuite, 7e compétence, informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels. Donc là, par exemple, c'est typiquement lorsque vous allez avoir, vous, des stagiaires, etc., les prendre en charge. Informer, ça veut dire aussi savoir transmettre des informations, etc. Ça veut dire savoir faire des transmissions. Ensuite, la compétence numéro 8, elle va rentrer dans le bloc numéro 4. Donc je vais vous le citer tout de suite. Le bloc numéro 4... entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention. Donc là, bien entendu, c'est la façon d'entretenir les locaux et d'avoir conscience des mesures sanitaires et d'hygiène. Donc la compétence numéro 8, utiliser des techniques d'entretien des locaux et du matériel adapté en prenant en compte la prévention des risques associés. Compétence numéro 9, repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l'entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Ça veut dire clairement savoir utiliser correctement le matériel, savoir le faire fonctionner, savoir également le nettoyer, parce que bien entendu vous devez assurer la sécurité. La sécurité passe également par l'hygiène. On va voir ensemble le bloc numéro 5, donc travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité, gestion des risques. Donc la compétence numéro 10, c'est l'avant-dernière compétence. Rechercher, traiter et transmettre, quel que soit l'outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités. Donc ce qui s'appelle tout simplement les transmissions, que vous devriez faire tout le temps. De toute façon, peu importe le travail, le secteur dans lequel vous allez travailler, la transmission c'est la base, on va dire, de notre métier, la transmission des informations concernant les enfants et les familles auprès du personnel qui va nous relayer quand il y a des changements de garde, etc. Et donc la 11e compétence, organiser son activité, coopérer au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité, gestion des risques. Donc voilà pour toutes les compétences donc inscrites dans ces 5 blocs. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agissait grosso modo. Après, bien entendu, je vous invite à regarder la vidéo une deuxième fois. C'est un petit peu technique, c'est nouveau, il va falloir bien, il va falloir bien vous imprégner de tout ça. Moi, c'est facile pour moi parce que c'est un langage pour moi qui est courant, vu mon expérience, etc. C'est quelque chose qui est facile à comprendre pour moi. Mais lorsqu'on démarre, c'est normal de ne pas forcément comprendre de suite le sens des mots. C'est un langage nouveau peut-être pour vous. Mais en tout cas, sachez que
Je suis heureuse de ce changement. C'est bien, je trouve, de remettre à jour les formations, les programmes de manière générale. Ça permet de réactualiser les choses et ça fait du bien d'avoir une nouvelle structuration afin d'être toujours à la page sur les meilleures justement méthodes d'apprentissage, etc. Donc voilà pour le nouveau décret. Je l'ai décrit, on va dire, brièvement, même si cette vidéo est assez longue, mais le décret est beaucoup plus long que ça. On va dire que là, j'ai mis les informations pertinentes. Je voulais également vous parler de l'évaluation lorsque vous allez entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, de cette fameuse évaluation pour valider donc le DAEP, des compétences acquises par l'élève et assurées par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation. L'élève doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque module de formation constituant le bloc de compétences. Donc je trouve que c'est assez léger si vous avez mon avis. Je trouve que c'est pas compliqué d'avoir 10 sur 20 lorsque c'est quelque chose qui vous passionne, etc. Vous devez avoir en gros minimum 10 sur 20 à chaque bloc. Je trouve que c'est pas trop compliqué, mais ne travaillez pas pour la note, travaillez pour la passion. Mais il me semble que ce n'est quand même pas très compliqué d'avoir 10 sur 20 lorsqu'on s'est battu pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture avec un dossier de sélection quand même assez difficile, notamment la rédaction. Donc avoir 10 sur 20 après, c'est pas très compliqué à mon sens. Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée « Validation de l'acquisition des compétences ». À partir des résultats d'évaluation obtenus, à l'ensemble des périodes réalisées en milieu professionnel ainsi qu'au module de formation. Je vais terminer avec mes lunettes parce que j'ai un peu de mal. Obtention et validation des 5 blocs de compétences acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel. En cas de non-validation d'un bloc de compétences, l'élève bénéficie d'une session de rattrapage par année dans la limite de 4 sessions de jury. Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue des épreuves de rattrapage, l'élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés. Des frais de scolarité correspondant au volume horaire nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés. L'élève est autorisé à redoubler une fois. Donc voilà pour toutes les informations. Je trouve que quand même l'école met tout en œuvre clairement pour que vous puissiez valider votre année. Donc c'est une bonne chose, mais vous devez pas sous-estimer quand même le travail. Il y a quand même vraiment pas mal de travail à fournir, que ce soit en théorie et après dans la pratique où vous devez appliquer ce que vous avez appris donc à l'école. Donc j'espère que j'ai été claire pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura bien informé. En tout cas, j'ai eu plaisir à vous renseigner sur ces nouvelles modalités. Si vous voulez nous rejoindre, pour celles qui ne sont pas encore entrées à l'école d'auxiliaire de puériculture et qui ont envie de faire ce métier, si vous voulez rejoindre nos programmes, notamment notre prépa en ligne pour pouvoir entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, toutes les informations sont dans la description. Si vous avez des questions, il y a également notre mail dans la description. Et n'hésitez pas du coup à me dire où vous en êtes actuellement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.